La parole est à notre collègue Monsieur Jacques Gautier, rapporteur de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, pardonnez-moi par avance, mais je vais être souvent redondant avec ce que vient de nous dire le ministre, dont je partage les analyses sur ce texte. L'accession de la France au protocole de Paris n'est que la suite logique du retour de la France dans la structure du commandement intégré en 2009. En 1966, rappelez-vous, sous la présidence du général de Gaulle, la France, pays cofondateur de l'OTAN, se retire du commandement militaire intégré et dénonce alors le protocole de Paris. 57 000 soldats et employés américains quittent la France et le grand quartier général des puissances alliées en Europe, qui était à Rocancourt, déménage pour s'installer en Belgique. Mais la France garde une position particulière. Elle est membre de l'Alliance, mais elle ne met plus de force à disposition de l'OTAN. Nous nous rappelons tous du rapprochement entamé au début des années 90, et la France a repris sa place au sein du commandement intégré de l'OTAN en avril 2009, sous des conditions sur lesquelles je reviendrai. Symbole de sa place pleine et entière dans le commandement intégré, la France a obtenu, et cela a été dit, l'un des 2 commandes stratégiques au poste de commandement suprême allié aux transformations. Après le général Abrial, le général Jean-Paul Paloméros, c'est aujourd'hui le général Denis Mercier qui assure cette fonction. Chacun se souviendra des questionnements qui ont accompagné cette réintégration en 2009. Pour y répondre, après les dernières élections présidentielles, le président de la République avait demandé à Hubert Védrine de réaliser un rapport dont je rappellerai qu'il était réservé sur la réalité de l'avenir de la défense européenne et qu'il approuvait le retour dans le commandement intégré. Et la politique française s'est inscrite dans ce fil avec, on le retrouve à l'intérieur du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013. Alors venons-en maintenant à ce protocole de Paris. 16 articles, cela a été dit, mais le projet de loi qui nous est soumis est un accord avant tout administratif et technique qui définit le cadre juridique du stationnement des quartiers généraux militaires interalliés de l'OTAN et accorde naturellement une couverture juridique à leur personnel. L'adopter, ce n'est pas un pas de plus vers l'OTAN, ce n'est que la conséquence logique de notre réintégration, car, et il faut le rappeler, ce protocole ne modifie en rien les conditions posées par la France à son retour dans les structures intégrées, qui sont essentiellement la préservation d'une liberté d'appréciation totale pour la contribution de la France aux opérations de l'OTAN, le maintien de son indépendance nucléaire et la garantie qu'aucune force française ne serait placée en permanence sous un commandement de l'OTAN en temps de paix. J'ajouterai que nous ne voulons pas payer pour ce qui a été décidé avant notre retour dans le commandement intégré. Les quartiers généraux et leur personnel se voient conférer une grande partie des droits et obligations que la Convention dite SOFA, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est un acronyme de Statute of Force Agreement. C'est un accord pour la gestion des personnels, ratifié par la France en 1952 et qui donne aux États d'origine et à leurs forces, lorsque celles-ci séjournent en France, un certain nombre de droits. L'application du protocole, cela a été rappelé, facilitera la vie quotidienne des personnels militaires et civils envoyés par les autres pays de l'Alliance dans les quartiers généraux situés en France, ainsi que des personnes à leur charge, en leur octroyant notamment les traditionnels privilèges diplomatiques en matière de juridiction, d'exonération fiscale ou douanière, et le bénéfice des règles protectrices concernant les dommages commis ou subis, c'est-à-dire en fait en leur donnant les mêmes droits que ceux dont disposent les militaires français travaillant dans les quartiers généraux de l'OTAN. Aujourd'hui, l'accueil de ces personnels étrangers se fait sur la base d'arrangements techniques qui offrent moins de sécurité juridique et d'harmonisation. Signalons que seuls 240 militaires issus des pays membres de l'OTAN sont affectés actuellement en France et seraient susceptibles donc de bénéficier de l'application du protocole de Paris. La ratification du protocole facilitera aussi la résolution des difficultés que rencontrent aujourd'hui les conjoints des militaires français dans les QG de l'OTAN.
Je rappellerai que, par exemple, nos amis américains sont moins enclins à autoriser le travail des conjoints d'un militaire français basé à Norfolk qu'à autoriser celui du conjoint de n'importe quel autre militaire dont le pays a ratifié le protocole. C'est donc une avancée pour les conjoints de nos militaires. L'accession à ce protocole simplifiera aussi le travail des personnels de l'OTAN, appelés à venir ponctuellement sur le territoire français, en dehors des exercices déjà couverts par le SOFA-OTAN. Des difficultés rencontrées pour l'organisation d'un séminaire OTAN à Paris en 2014, pour simplement des questions de droits et de douane et de TVA à 10 000 €, avec une lecture différente entre le ministère de la Défense et le ministère de Bercy, n'ont pas donné l'image positive de notre pays. La ratification de ce protocole apportera donc, là aussi, une solution. Elle améliorera aussi le fonctionnement des quartiers généraux en les dotant des capacités juridiques, en leur octroyant des exonérations fiscales et douanières et la possibilité de détenir des devises et avoir de compte dans n'importe quelle monnaie, en simplifiant les règles applicables aux fonciers et en garantissant, c'est la moindre des choses, l'inviolabilité des archives. Le champ de fait d'application de ce protocole restera limité parce qu'il n'y a actuellement en France aucun des quartiers généraux qui répondrait aux définitions de l'article 1er du protocole. Vous savez que les quartiers généraux, c'est le SHAPE à Mons, c'est le quartier de la transformation à Norfolk, le commandement des forces interarmées à Brussoum, le commandement des forces interarmées à Naples, les commandements aériens à Ramstein, maritimes à Northwood et terrestres à Izmir. Par contre, l'article 14 permet au Conseil de l'Atlantique Nord, à la demande du pays hôte et sous réserve de l'unanimité du Conseil, d'étendre le champ d'application du protocole à tout quartier général ou organisation militaire internationale. À ce titre, dans le futur, la France pourrait demander à bénéficier d'une décision dite d'activation pour les quartiers généraux du Corps de réaction rapide France à Lille, du Corps de réaction rapide européen de Strasbourg, de l'état-major des forces aéromaritimes françaises de réaction rapide à Toulon et pour le Centre d'analyse et de simulation pour la préparation aux opérations aériennes de Lyon-Montverdun. Vous voyez que c'est une limite maximale, mais qui reste limitée. Et il n'est pas certain que nous demanderons ces agréments. Peut-être pourra-t-on enfin créer un centre d'excellence certifié OTAN pour valoriser l'expertise des services, par exemple, essence des armées. Car vous devez savoir que sur 24 centres d'excellence OTAN, il n'y en a pour l'instant qu'un seul en France, et il est en effet plus simple pour les alliés de s'installer dans des pays ayant signé le protocole. En conclusion, je recommande l'adoption de ce texte. Le protocole de Paris va simplifier la vie des personnels étrangers dans les quartiers généraux situés sur le territoire national et harmoniser leur statut, ce à quoi nos alliés sont quand même très attentifs. L'attractivité de la France, et le ministre l'a rappelé, devrait s'en trouver renforcée et, au-delà de son influence au sein de l'OTAN, la réadhésion à ce protocole ne porte aucunement atteinte à la règle du contrôle politique permanent de l'emploi des forces françaises, puisque le placement des quartiers généraux sous commandement de l'OTAN ne pourra résulter que d'une décision politique française. En fait, il est normal que la France, qui est depuis toujours le troisième contributeur au budget de l'OTAN, puisse avoir des moyens. Je vous rappelle que nous participons à hauteur de 211 millions d'euros en 2014. Cela est vrai dans la durée. Et même lorsque nous n'étions pas au commandement intégré et que nous n'intervenions pas, que nous ne pouvions pas agir et peser, nous payons. Aujourd'hui, nous payons, mais au moins, nous avons les moyens d'agir, de réfléchir et d'influer. Nous verrons, désormais, nous faisons partie des organes décisionnels de l'OTAN. Nous participons aux structures intégrées de commandement. Nous avons, je l'ai rappelé, le poste de Supreme Allied Commander Transformation. Nous avons ainsi pesé sur la réduction des agences qui étaient trop nombreuses dans l'OTAN pour réduire les coûts. Cette influence de la France est mesurable et quantifiable. Et dans le cadre du projet Smart Defense de l'OTAN, il faut que vous sachiez que 12% des commandes ont échu à des groupes industriels français, qui est un pourcentage plus élevé que notre part dans l'OTAN. C'est dire l'importance de cette réintégration. Donc, ce texte est en fait un texte d'adaptation d'un SOFA, comme nous en signons régulièrement avec de nombreux pays. Je me souviens de la Nouvelle-Zélande, il y a 15 jours ou 3 semaines, en procédure simplifiée. N'empêchons pas nos partenaires allemands, italiens, britanniques, anglais, belges et plus rarement américains
de venir travailler dans les commandements français en ayant une couverture juridique, administrative et fiscale identique à celle dont nous voulons que les Français bénéficient dans les quartiers généraux de l'OTAN situés à l'étranger. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.